surtout qu'on a bien besoin On a bien besoin de plus de psychologues. c'est ça, c'est ça. Et il y a toujours des écueils, il y a de multiples écueils, tant du côté de l'OPQ que du côté du gouvernement, et c'est vraiment Le parcours du combattant. le parcours du combattant, oui, c'est pas évident. Les 12 étapes d'Hercule, exactement. Voilà, c'est une bonne façon aussi de le dire. Et Natalia qui arrive. Voilà, alors écoutez, on peut commencer par le film, hein, et après on fera peut-être un peu de clinique après. Alors on se donne 1 heure et quart pour le film et après on fait de la clinique, hein, parce que je pense qu'on fera beaucoup de théories d'écoute anthropologique pendant l'analyse du film, donc je ne vais pas vous bassiner après en vous donnant des informations théoriques que je vous aurais déjà données. Donc, on passera tout de suite à la clinique. Voilà. Est-ce que vous avez pu traverser ce film? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu la version éléphant. Alors, il y a une présentation avant du film par Robert Morin qui explique comment il l'a conçu. Ça vaut la peine d'avoir l'explication avant d'écouter ce film-là. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez eu, vous? Non? Non. Moi, j'ai vu la version éléphant, mais est-ce que ça m'a échappé ce passage-là? Je ne sais pas. Ben, peut-être c'est récent, là, ou je ne sais pas. En tout cas, moi, la version que j'ai eue, ça commence par Robert Morin, qu'on voit là, de nos jours, qui explique un petit peu la naissance de ce film-là. C'est archi étrange, là. En tout cas, je vais essayer de vous résumer rapide. Peut-être Christian peut rajouter des trucs, là. Mais il dit que il a volé, il travaillait, je pense qu'il travaillait à l'ONF, ou en tout cas, il avait affaire avec l'ONF. Il a volé des chutes de films. Il a piqué des chutes de films qui étaient aux poubelles, là. Il en a ramassé une tonne. Il a apporté ça chez lui, puis c'est assez longtemps après qu'il a décidé de faire quelque chose avec ça. Et donc, il y a eu un travail là, pour essayer de monter pour écrire une histoire avec ça. Il dit que même si la forme a l'air faite là, comme sur un coin de table de bricolage, là, la façon de le faire a été extrêmement travaillée, là, mais réfléchie et pensée, malgré l'effet que ça donne. Oui. Et c'est ça, donc il y avait très peu de moyens, d'où le fait que c'est lui qui fait les sons. Oui. C'est très Ah oui. drôle. C'est comme un comment on dit beatboxer, beat quoi? C'est ça, beatboxer? Oui. Ah ben, j'aimerais bien voir ça parce que, effectivement, c'est un film qui est extrêmement minuté, qui est très précis et tout ça, mais qui donne une impression brouillonne en même temps. C'est comme un brouillon artificiel, mettons, hein. Il dit aussi qu'il a fait ça avec un ami qui était anglophone. Ah oui, Et qu'au début, quand ils ont commencé à travailler ensemble, ils étaient comme en harmonie ensemble. Puis plus ça avançait dans le travail, plus il y avait dans des visions opposées. ouais. Puis divergé, bon. Ouais, un peu comme ça se passe avec le personnage, finalement. Mais Boran m'a dit que le personnage, c'était Robert Morin. Est-ce que vous Oui, 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 c'est Robert Morin lui-même pensez? qui se filme, oui. C'est intéressant cet ajout d'informations-là. Ah, puis Ça- en plus, il rajoute que quand le film est sorti, là, il était détesté, Robert Morin, de tout le monde.
dès qu'il s'approchait de qui que ce soit, là, imaginez du côté politique avec le montage qu'il a fait, là. Tout le monde voulait. Il était persona non grata, là, partout, quand ce Ah, film-là est bon. sorti. Puis j'imagine qu'il n'a pas eu un succès extraordinaire, commercial extraordinaire. Là, je ne me souviens pas ce qu'il en a dit le réalisateur, là, mais probablement que non. C'est pas le genre de film. C'est pas un blockbuster, hein, tu sais. C'est ça, c'est ça. Bon. Et moi, je trouve que c'est un film qui est très bien structuré. Disons que je n'ai eu aucune difficulté à dégager la structure, à tel point que je m'en suis inquiété. Je me suis dit, merde, alors si la structure est si apparente, qu'il ne faut pas l'analyser pour la dégager. Tu sais, à quoi ça sert d'analyser, là? C'est comme un peu ce que Freud disait des psychotiques, tu sais, dans leur structure, leurs mécanismes sont à la surface, sont très apparents. Et, bon, dans ce film, en tout cas pour moi, la structure est extrêmement évidente. Bon, alors, je ne sais pas comment procéder. Peut-être qu'on pourrait faire un petit brainstorming pour se remémorer ensemble le film, les passages les plus pertinents, et puis on l'analysera ou on révélera sa structure, mais on va peut-être utiliser l'écran blanc, le tableau blanc, pour faire ça. Voilà. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Oui. Alors voilà, on va mettre au fur et à mesure les idées comme elles vous viennent là. Quels commentaires, bon, quelles sont vos impressions par rapport au film? Donc moi j'ai dit structure apparente, on va dire ça. Moi, je dirais que c'est comme ça m'a fait penser à un théâtre d'un seul acteur, un monologue, parce qu'il parle, c'est comme s'il parlait à soi-même, il se raconte une histoire à soi-même. Ouais. Il parle tout seul. Ouais, c'est ça. Lui, il n'y a que lui et la caméra. Et aussi, il se dédouble, puisqu'à un moment donné, il dit nous. Oui. Oui. Ça commence à peu près, j'avais inscrit ça commence autour de la bobine. Un peu plus tard, en fait, c'est à moitié chemin, il commence à dire os et nous. Autour de C'est ça. la bobine 9, moitié chemin. En fait, ce qui m'a marqué, si je peux me permettre de prendre la parole, Oui, oui. je trouve, comme on dit, le fil de l'histoire comment on appelle ça, assez biologique, c'est-à-dire on commence par les parents, la conception, on continue vers un développement très enfantin, très primaire, même dans le visuel, et puis l'approfondissement, petit à petit le développement de la personnalité, le dédoublement, le triplement de la personnalité, les conflits, et puis c'est presque enfantin, pardon de le dire. Et j'ai beaucoup peiné à suivre ce film. Oui. C'était vraiment un exercice de pleine conscience de rester dans le moment présent.
Euh, mais c'est très viscéral aussi, surtout quand il fait les sons. Le ressenti est très, très viscéral. À la limite, c'est un peu gênant. Et voilà, donc je trouve que les 19 étapes qu'il nomme, même si ça s'embrouille un peu à la fin, c'est très. Il y a un début, il y a une fin qui est très claire, il y a une naissance, il y a une renaissance, il y a. Voilà, c'est super simple comme cartographie, comme tu disais. Hmm. Tu disais que tu as fait une cartographie du film, c'est ça? Oui, je l'ai inscrit en fait à fur et à mesure que ça se passait. Ça m'a aidé à garder le fil des idées un peu de ce qui se Oui. passe. Je trouve comme le disait, excusez-moi, j'ai pas les noms, Hélène, je pense, disait que c'est un peu brouillon. Voilà, on dirait que. Mais en fait, non, c'est très découpé. Euh, je trouve qu'il y avait, il ajoutait petit à petit des détails, des détails, des détails, puis des voix, une voix anglaise, une voix française, une voix un peu genre juste animalière. Il y avait juste des sons au début, après ça devient un autre personnage. Je sentais qu'il y avait le miroir avec toutes les personnes qui allaient se battre. Euh, il nous mène petit à petit au fil. Voilà. Je sens que voilà, c'est comme s'il nous dessinait petit à petit où est-ce qu'on arrivait vers la fin. Et puis il le disait au début, c'est son épitaphe, c'est comme s'il écrivait Oui. à la mort en fait ce qui se passait. D'ailleurs, on le sait depuis le début qu'il a disparu Ouais. au parc de la Vérandrie. Donc, Pas de surprise. au moment où on le voit dans un parc à la fin, on devine que, OK, c'est là que le film va prendre fin. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il définit la réalité comme produite par la caméra, par les 19 bobines. C'est-à-dire que ce sont les 19 bobines qui créent sa vie. Et bon, s'il avait été chez son oncle et sa tante, par exemple, il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout des 19 bobines tellement leur vie est plate. Alors, il fallait vraiment aller dans des endroits scabreux pour pouvoir développer sa vie. Ouais, c'est assez amusant comme formule. Donc, En passant, excusez-moi, j'ai laissé le son ouvert, puis j'ai suivi toute la discussion et j'aimerais juste vous dire bienvenue, bienvenue Jeanne. Oui, ça. Oui, Ahlan wa sahlan. أهلا فيك. oui. Alors, donc, le film a produit la vie. Hein, bon. Ce qui est remarquable aussi, c'est que le film précédent, nous avions dégagé 3 signifiants principaux. C'était le scrapbook, la mitraillette et la caméra. Et donc, ces trois signifiants étaient comme constitutifs du film et avaient déployé tout le film. Et là, nous avons nommément un seul signifiant, qui est la caméra, qui va produire tout le film. C'est assez remarquable. Et on sait aussi que c'est la mère qui est associée à la caméra. Hein. Ça, c'est important. Alors que le père est associé À la mer. à la mer ou à l'eau. Hein. Donc, c'était un pêcheur, sans doute de Nouvelle-Écosse ou de Nouveau-Brunswick, ou bien de Gaspésie.
Hein? Morin disait la Gaspésie. Ça se peut très bien que ce soit la Gaspésie. Ou la Côte-Nord aussi. Ça pourrait être un La pêcheur de la Côte-Nord. Il y a des pêcheurs de homards sur la Côte-Nord, crabe, de crabes. oui. Euh, Donc, il y a cette division du travail qui apparaît au début. Hein, c'est la mère à la caméra, le père à l'eau de mer. Et puis, il hérite de la caméra. Donc, il y a un héritage lourd de la caméra. Mais il ne veut pas hériter de l'eau de mer, puisque on lui a proposé de réparer des cages à homards et il n'a pas voulu. Donc, et puis surtout, il avait cette caméra qui était toujours fixée sur sa face, enfin, qui était fixée sur sa face symboliquement, pas nécessairement réellement, là, mais qui a joué un rôle dans le fait qu'il a dû partir, parce que les gens ne toléraient pas qu'ils les perçoivent uniquement à travers la caméra. Vous vous rappelez ce passage? Il le dit expressément. Monsieur Karim, moi, je vois le tableau, il est tout blanc encore de mon côté. Je ne sais pas si je pense que vous avez écrit des choses, hein, ça se peut-tu? Oui, attends, je OK. vais peut-être les mettre en noir. Moi aussi, je le vois blanc. Comme ça. C'est blanc. C'est blanc, c'est blanc. Ah, peut-être qu'il faut sortir du tableau alors. Comme ça? Ah, voilà, oui. Oui. Ah, ben dis donc. Donc, il faut changer de case à chaque fois. Okay. Et Christian était parti tout ce temps-là? Enfin, il a dû être débranché quelque part. Est-ce qu'on pourrait dire que la langue serait un signifiant? Parce que il a hérité de l'anglais de son père, du français de sa mère, et il va, grâce au fait qu'il parle les deux langues, c'est ça qui lui permet d'avancer dans la vie, là. Il n'arrête pas de le souligner tout le temps. Le premier emploi qu'il a là, dans la vente d'auto-usagers, c'est parce que son patron parle juste le français. C'est ça. C'est ça, effectivement, je pense que l'anglais et le français sont les deux contradictoires des deux signifiants contradictoires du film qui vont l'animer tout le long du film. Mais au bout d'un certain temps, ils ne vont plus être contradictoires. Ils ont aussi des Et les rapports entre les deux signifiants vont changer. Ils vont d'abord s'égaliser, ensuite il y en a un qui va devenir positif au Parlement, alors que l'autre va être évacué et mis dans le non-être, si vous voulez. Quand il arrive au Parlement, puis que le secrétaire lui parle en français, il lui répond en anglais, hop, c'est fini, le français est évacué. Donc on a
de l'être qui est et du non-être qui n'est pas. Hein, et puis à la fin, il y a la protestation du français. Le français proteste en mettant la main dans l'appareil qui recueille les reçus, là, l'aiguille ou bien quand il se poinçonne le doigt, pas il se poinçonne, il s'agrafe le doigt. Donc, à ce moment, le français proteste férocement. Hein, il y a une scène avec des cadavres par terre et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'auteur lui-même dit ne pas comprendre ce qui s'est passé non plus. C'est plutôt une piquerie, hein? Ce n'est pas des cadavres. Ah, OK. Oui, ces gens sont défoncés, c'est tout. Ah bon? Comment tu as pu savoir ça? Ben, J'ai ben, regardé de tous mes yeux, je n'ai vu que des ombres. ben, si on parle vers la fin, là, quand il perd la Oui. mémoire, puis qu'il trouve une bobine, ben oui, ben, ça a l'air d'un lieu Ouais. de débauche, de défonce. Je ne vois pas de traces de violence là-dedans ou de. Et qu'il y avait deux pieds là qui étaient comme les pieds d'un cadavre là, tu sais. Mais Je bon, n'ai pas remarqué ça. Mais... Bon, enfin, mais peu il y a des importe. corps inconscients, là, mais ça a l'air parce qu'ils ont perdu connaissance. On voit des seringues, me semble, à terre. OK, OK. Puis de l'alcool, peut-être, oui. Oui, oui. Oui, on voit comme des indices de consommation de drogue. Est-ce qu'on ne voit pas aussi un thème d'addiction, un peu même avec le papa? Au début, il disait qu'il aimait tout ce qui était liquide. Et après, on voit le bar et le carnaval juste avant qu'il se suicide dans l'eau. Et après, petit à petit, on a un cheminement à lui-même aussi qui va vers une débaucherie à la fin. Diane, on ne t'entend pas bien, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Je disais, je vois aussi un thème d'addiction du début jusqu'à la fin qui a été hérité du papa, peut-être. Oui, oui, Le c'est vrai. père vivait sa tristesse d'avoir perdu sa femme. Et puis que lui aussi, quand il commence à voilà, se multiplier, il va vers la débauche, justement, les drogues, l'excès. Ah ben, là, je détecte une structure, hein, parce qu'il nous explique quand son père se saoule après la mort de sa mère, que, bon, il était comme habitué, il avait une passion de la mer, donc des liquides, et donc de fil en aiguille, sa passion des liquides l'amène à absorber, à se saouler, et à la fin, il va rejoindre sa mère au fond de la mer. Hein? Exact. Et le protagoniste lui-même, à la fin, quand il est allé au bout de sa débauche, au point de mourir un peu, de perdre la mémoire, etc., ben, Dans il l'eau. retrouve, enfin, il a une sorte de résurrection en passant par l'eau, les corps nus. Il va au-delà de la culture, du langage qui était son problème, là, qui est les langues qui s'opposent depuis que ses parents sont morts, alors qu'elles cohabitaient très bien auparavant. Et une fois qu'il se retrouve avec des nudistes muets, il peut les rejoindre dans l'eau, puis il retrouve une forme de simplicité paradisiaque. Là. Donc, un peu amniotique, si on veut. C'est comme s'il retrouvait le sein liquide maternel. Hein? Oui, d'ailleurs, la première scène, le premier des personnages qu'il rencontre dans ce parc est une femme qui plonge dans l'eau et qui ne réapparaît pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, C'est ça, vrai. oui, oui. Comme son père, c'est ça, il dit, il serait bien que son Oui. père est tombé dans l'eau, il est remonté 2 fois, mais pas la troisième. Hein? Oui. Ouais. Donc, il y a l'idée d'aller volontairement au fond de l'eau. Oui, oui, oui. Et c'est probablement ce qu'il a fait, puisque lui non plus n'est pas réapparu. Effectivement,
il a suivi la voie de son père pour retrouver sa mère, hein, parce que c'est aussi parce que son père ne pouvait pas vivre sans sa mère qu'il a plongé la rejoindre dans la mer. Oui, c'est ça. Donc, Il y a aussi un petit élément édipien qui ressort dans l'intervalle entre les deux morts, là, la mort de sa mère et l'occasion de découvrir que ben, finalement, elle aimait peut-être mieux son père ou son père, elle aimait mieux sa mère que lui. Enfin, c'est ça. Il se découvre, c'est comme son rapport à l'unité parentale est comme troublé, là, et par ce soupçon-là. Et bon, comme il perd les deux parents, ben, il n'y a même plus. Tout ce qui lui reste, c'est le cadeau que lui a fait sa mère en mourant d'ailleurs, d'une technique de construction de soi par l'image. Hein? oui, Bon, et qui évidemment peut correspondre au stade du miroir, si on veut. C'est la mère qui transmet le miroir avec lequel il va essayer de se construire une identité. Étant ah, oui. brutalement sevré de la cohabitation des contraires linguistiques et masculin-féminin qui caractérisait son enfance non problématique au bord de la mer. Tu vois? Donc là, il est jeté dans une sorte d'exil. Il y a aussitôt une tempête, les éléments se déchaînent. Il fait face à un écran blanc où il ne veut pas se retrouver sur un écran blanc Oui. dans le drive-in. Donc, la caméra, il ne sait pas trop la manipuler. Elle accélère ou elle s'arrête. Donc, il y a des ratés dans son premier rapport à l'image construite de soi, donc à l'image comme miroir de soi ou qui demeure son seul point d'appui pour reprendre place dans le monde, un monde qui dépasse les limites familières du village où il était, qui soudain devient insupportable. Donc, ça le lance à l'aventure vers la grande ville et le vaste monde. Oui, et le passage par l'écran du drive-in est déterminant. Hein. Il a le sentiment qu'il ne pourra rien donner avec l'endroit où il se trouve. Je pense que c'est là qu'il a décidé de partir. Peut-être, oui. Et au fond, son projet, c'est de remplir l'écran. Au point de remplir l'écran, au point de crever l'écran à la fin. Au point de crever l'écran, oui, effectivement. Et pour ce qui est de l'alcool, il y a comme une association entre l'alcool et la photo pour tromper les gens. Hein. Il y a cette scène dans le bar de l'hôtel où il y a le politicien et son collègue qui sont comme ça lentement imbibés d'alcool, puis filmés avec le propriétaire de l'hôtel. Donc il y a comme pas une subversion, mais une sorte d'hypocrisie, là. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris par le changement de rapport entre les langues. Bon, je suis pas familier avec ce combat du français et de l'anglais, là. Je ne l'ai pas connu dans mon enfance ou dans mon adolescence. C'est un combat qui m'est étranger. Et non, C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça met en scène, en fait, ce qui est une sorte de... Enfin, cette idée que le bilinguisme, c'est nécessairement une aliénation psychotique. Je veux dire, ça revient constamment dans le discours, les pratiques intellectuelles, bon, forcément nationalistes québécoises. Par exemple, il y a un cas classique, c'est un genre d'opéra qui a été fait sur la vie du poète
Émile Nelligan, je pense que la musique, c'est André Gagnon et le texte de Michel Tremblay, qui montrait que la clé de sa folie, là, bon, qu'il va le mener, bon, institutionnaliser la majeure partie de sa vie, c'est que son père était anglais, sa mère était anglaise, donc il était schizophrénique, il était partagé en deux identités et cultures forcément incompatibles. Donc, c'est fatal. Donc, politiquement, il faut arriver à vivre complètement séparément, sans quoi c'est la folie, l'aliénation. Alors, ce qui me frappe quand je vois ça, c'est que, exactement comme toi, il faut se rendre compte que presque au moins la moitié sinon plus, des peuples de la Terre sont fonctionnellement bilingues ou multilingues. C'est absolument rien d'extraordinaire en Europe orientale ou méridionale, en Méditerranée, de baigner dans plusieurs langues et cultures en même temps. Mais au Québec, c'est vu par certains discours culturels dominants comme une sorte d'aliénation impossible à résoudre, sinon dans une séparation stricte vers une pureté idéale de chacun de son côté. C'est ce même discours qu'on retrouve dans ce film. Et en fait, ce que je vois dans ce film, c'est le changement progressif des rapports entre les deux langues qui cheminent. Du début jusqu'à la fin du film, il y a de bobine en bobine, il y a à chaque fois un changement des rapports entre les deux langues. C'est-à-dire que dans un premier temps, les deux langues coexistent comme peuvent coexister un mari et une femme qui sont attachés l'un à l'autre, même s'ils sont très différents. Hein. L'une avait une caméra et l'autre avait l'océan, mais ils vivaient ensemble et ils s'aimaient, enfin, pas ils s'aimaient plus qu'ils aimaient leur enfant. Je ne sais pas, c'est maladroit comme formule, mais chacun d'eux était attaché à l'autre et préférait naturellement l'autre à leur enfant. Enfin, ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas de... Bon, il y a ce rapport que j'appellerais un rapport contradictoire. Même s'il s'agit d'une coexistence, je prétends que c'est un rapport contradictoire. À partir de là, le rapport change quand il devient relativement égalitaire, c'est-à-dire quand il commence à dire nous au lieu de dire je. Mm-hmm. Hein, ça veut dire que les deux signifiants contradictoires sont devenus des entités sui generis et ne peuvent pas supporter d'être évincés par l'autre. Hein, et donc, il commence à y avoir une rivalité entre les deux langues qui n'existait pas auparavant, hein, à partir du moment où il dit nous. Et puis... Moi, ça me rappelle ta théorie de l'histoire, hein, avec la disparition des empereurs, des figures tutélaires, de pères bienveillants qui permettent la coexistence et un certain mélange de multiples identités. Et quand ça saute, quand papa, maman disparaît, eh bien là, les frères et sœurs sont dans une sorte de rivalité inexpiable où ça doit être tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas de place pour le compromis qui est forcément une trahison, tu vois. Donc, c'est le passage de cet état antérieur, prémoderne, d'un village perdu, qui finalement, on vit de façon prémoderne, à une projection dans le monde orphelin de la modernité, où, étant égaux, nous sommes forcément rivaux dans nos identités et dans un rapport où c'est une sorte d'échange à somme nulle, ou s'il y en a un
qui s'affirme, c'est nécessairement on dépend de l'autre qui doit se venger pour prendre le dessus, etc. Oui. Et, et dans ce processus, si vous voulez, il y a une période qui est quand même une période de grâce où même si les deux sont en rivalité presque féroce, ils continuent néanmoins à coexister. Et puis, à partir d'un certain moment, même cette rivalité féroce devient excessive et intolérable, et il faut vraiment que un détruise l'autre, ou qu'un soit détruit et l'autre soit monté en épingle. Hein. C'est comme une troisième étape, si vous voulez, où la rivalité n'est même plus possible. Il faut qu'il y ait condamnation de l'un et couronnement de l'autre. Hein. C'est comme un peu Romulus et Rémus, mettons. Hein. Moi, ça me rappelle étrangement, c'est ce qui est en train de se passer au Congrès américain, où toute espèce de compromis est une trahison inacceptable. Inacceptable. Il faut faire une escalade de l'opposition jusqu'à l'absolu. Hein. Ouais. L'un ou l'autre, il n'y a aucun espace commun qui est admissible. C'est ça. Bon, il y a tout un passage dans le film autour de l'hypocrisie. Bon, je ne sais pas quelle valeur accorder à ça. L'idée d'opportunisme. Oui. Alors, c'est ça. Il y a bon, l'idée que si on ne peut pas résister à la tempête, hein, on cesse de la combattre puis on go with the flow. Hein? C'est ça qui est articulé à un moment critique. Alors, bon, la tempête, c'est l'histoire qui fait que, bon, le monde anglophone a une position, somme toute, dominante. Alors, si on veut s'affirmer dans le monde, ben, on fait avec. Et à force de faire avec, on peut même monter dans l'échelle. Et puis, le sommet de ça, évidemment, ben, c'est bon, l'image de la reine, qui, évidemment, qui commence le film précédent. Là aussi, on s'y attarde de longues secondes dans le bureau du député Earl Tremblay. Parce que c'est un des pôles de la souveraineté par en haut, bon, l'opportunisme du pouvoir, par exemple, qui implique une certaine hypocrisie pour gommer les éléments de conflit, là, pour sceller le compromis dans une fausse unité. À l'autre extrême, il y a l'autre souveraineté, la souveraineté d'en bas qu'exprimait déjà Reggie dans le film précédent, c'est-à-dire une souveraineté du ressentiment qui va jusqu'à la destruction et jusqu'à l'autodestruction. Bon, puisque si on n'est pas libre, de dominer, on peut au moins détruire ou se détruire. Donc là, il y a une attente contre son propre corps. Bon, il va toujours plus bas. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans une piquerie, quoi. En fait, c'est un thème qui va revenir dans un film ultérieur, c'est-à-dire qu'il va se passer dans une piquerie, justement, comme le lieu d'une sorte de souveraineté d'en bas qui est du rejet des normes sociales, en quelque sorte. Hein. Ben, une souveraineté de l'excès, voilà. Une souveraineté de l'économie, en quelque sorte, des conventions, celles d'en haut, puis une souveraineté de l'excès sans limite. Qui va sans réserve vers le bas et l'extase de l'en bas. OK. Donc, la souveraineté populaire doit être une souveraineté de l'excès, hein, de la revendication terroriste, un petit peu, non? Oui, ou du crime, ou bon, l'extase sexuelle, ou bon, l'extase de la drogue. Donc, plutôt que l'affirmation symbolique de l'individu, en fait,
c'est son exacerbation extatique, au-delà du moi, en quelque sorte. C'est pas le moi, c'est pas le moi vers le surmoi, mais le moi qui va dans la direction du ça. Hein? Le moi qui va dans une direction nettement masochiste. Hein, oui, ça inclut, c'est parce qu'il y a de la violence dans les deux souverainetés. Hein, la violence légale de la souveraineté d'en haut, au risque de l'hypocrisie, hein, qui était pointée dans le film précédent, puis la violence criminelle d'en bas, qui ne répond à aucune loi, aucune norme, aucune limite, et qui s'assume comme ça. Donc, le passage à la limite jusque dans la mort, éventuellement. Et ici, c'est intéressant que cet horizon-là est dépassé pour en fait trouver une sorte de refuge régressif dans le sein maternel liquide. Hein. On retrouve une sorte d'étape pré-culturelle, pré-civilisationnelle, pré-humaine presque, avant le langage dans l'eau. Oui. Comme une sorte d'horizon utopique qu'on retrouve dans la nature profonde du Québec. Oui, ben écoute, la nature au Québec est vraiment un composant essentiel de l'identité du pays. Mm. Oui, mais justement, le pays qui n'est pas un pays, mais l'hiver, c'est pas cette nature-là qu'on retrouve. Hein? La nature au Québec, au Canada en général, c'est pas la nature américaine. On peut fonder un nouvel Éden. Là. Non, 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 elle n'est pas gentille, la nature ici. Alors, c'est très curieux que Morin nous amène dans cette nature-là. Hein, dans cette nature d'eau tiède, accueillante, maternelle. Édénique. Exactement, c'est ça. Il retrouve une sorte d'Éden biblique. Là. C'est pas la nature québécoise typique. Là. Le parc de la Vérandrie, à part quelques semaines en été, puis encore, en faisant abstraction des moustiques, c'est pas très édénique, en fait. C'est plutôt infernal, très souvent. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un passage vers le film suivant, là, la quête d'une nature d'avant la civilisation. Dans le prochain film, Windigo Ouais. va nous amener dans une autre en direction, remonter un fleuve jusqu'en territoire amérindien profond. Là. Et là, on va découvrir des ambiguïtés, là, évidemment, qui sont ici gommées dans le récit du protagoniste. Ouais. Ah oui, une autre idée aussi, c'est que cette analogie qu'on fait entre les piliers de taverne, les gens d'épicerie et puis le Parlement. Tu vois, chaque souveraineté a son propre Parlement avec ses équivalents, ses ministres respectifs. Et puis, le ministre de l'économie de la taverne remet l'Autochtone à sa place, comme le ferait celui du Parlement fédéral, quoi. Oui, oui, autour de la table de billard. Oui, oui, oui. Avant, évidemment, que l'action se déplace vers le ministère de la Condition féminine, c'est-à-dire dans un genre de bordel ou de piquerie. Oui, oui. Enfin, c'est vraiment un film bizarre, je trouve. Je veux dire, j'ai du mal à repérer l'idéologie de ce Robert Morin, là. Moi, je le trouve assez classique. Il faut voir que son comparse là-dedans, et dans le film précédent aussi, c'est Bernard Raymond, hein, un autre grand cinéaste, qui a un discours très, très cohérent sur l'identité québécoise, là, dans la ligne de ce que je viens de dire. Là, Ouais. il y a qu'enfin se séparer, s'extraire du compromis avec le monde anglo-saxon, et puis on va retrouver une sorte de vertu franco-républicaine opposée au vice anglo-libéral. Bon,
c'est pas très loin des idéologies hexagonales non plus, là, mais c'est ça, c'est assez classique dans ses présupposés. Et ça se OK, répercute à travers les décennies, quoi. OK, OK. C'est pour ça que je ne le comprends pas. Je ne Voilà. suis pas familier avec ça. Hmm. Oui, et justement, l'idée de compromis, l'idée de compromis est aussi liée à celle du conflit linguistique, hein, parce que justement, euh, compromis bon, c'est quand il arrive en ville, puis il est sans-abri, puis il se retrouve dans des appartements, dans des bâtiments abandonnés avec d'autres vagabonds. Puis là, il Oui, dit, bon, les gens apprennent à vivre dans le compromis, là, à essayer de pas trop se tomber sur les nerfs. Bon, en fait, je veux dire, ça, c'est l'idéologie canadienne qui est présentée comme un bien par ceux qui sont pour, hein, alors que c'est précisément l'obscénité même pour un intellectuel national républicain québécois, là, tout ce compromis qui est une corruption, qui est une trahison. Donc cette coexistence des deux langues qui se mélangent, c'est en soi, je pensais constamment à l'adage latin traductore, traditore. Hein? oui, Traducteur, traître. Et en fait, ce qui me frappe dans ce protagoniste, c'est qu'en fait, c'est un excellent traducteur. Il ne fait pas de traduction servile entre les deux langues, hein, et même il se permet d'introduire des variations littéraires qui écartent le propos. Mais en même temps, les deux versions ont leur cohérence et s'éclairent mutuellement avec des tons différents. C'est admirable le travail sur la langue. Mais le fait même d'être dans cet entre-deux des langues, où on traduit dans sa propre tête entre différents univers culturels, c'est perçu comme une sorte de maladie ou d'aliénation, une trahison en quelque sorte. C'est un compromis et il faut se guérir de ça en allant vers une sorte soit de pureté séparée ou quelque chose d'antérieur ou de postérieur aux distinctions culturelles. oui. Il y a en fait, ce qui m'apparaît dans le rapport anglais-français, c'est l'inhibition de l'agressivité. Hein. Ouais. C'est comme si euh, l'anglais était celui qui nous obligeait à contrôler notre agressivité et à l'inhiber. Hein. Et alors que si on parvenait à se défaire de l'anglais, là, on pourrait donner libre cours à des idées qui pourraient éventuellement être agressives. Enfin, Oui, je sais mais pas c'est ça. hein? C'est vraiment l'idée de désinhibition associée aux francophones, à l'élément francophone, c'est absolument classique. Là, le laisser-aller verbal, toujours avec bon, une sorte d'escalade vers le juron agressif ou blasphématoire, etc. On voit que c'est une sorte de construction contre l'espèce de civilisation d'une société polie qui est attribuée à l'univers anglophone. Ça, c'est l'affaire des anglophones. Ok. L'élément français, il est direct, désinhibé, puis essayer de se composer une identité qui n'est pas dans l'immédiat de l'impulsion, c'est de compromettre avec une forme étrangère, en quelque sorte. Donc, c'est Ouais. assez classique là, dans la culture québécoise, ce genre de. Ben, on avait ça, par exemple, avec même un film populaire comme Bon Cop, Bad Cop, tu vois. Bon, Oui. t'as, l'Ontarien réservé et poli, puis là, tu as, le policier québécois qui est bon, débraillé, bon. Qui euh, sacre, qui donne des cours exactement. Le à cliché, le l'anglophone. gros cliché là, dont tout le monde raffole, dont on ne se lasse jamais. Là, bon. Comme s'il n'y avait pas de grossiers individus anglophones et comme s'il n'y avait pas
des francophones qui parlaient bien français parce que ça leur semble naturel et qui parfois même maîtrisent aussi l'anglais sans qu'ils soient dérangés Les dans leur Grecs, tête. Ah, bon, ça arrive. c'est ça. Oui, parce qu'au fond, je veux dire, on aborde ce film, enfin, il faut comprendre les enjeux du film et tu nous apportes là des éléments qu'on ne connaît pas forcément. Hein. Ah oui, mais ils sont tellement in your face, si vous me passez l'expression, là, c'est Ouais. ce qu'il y a de plus comme. C'est même pas le non-dit, c'est ce qui va de soi dans la culture québécoise. C'est énorme, mais c'est tellement énorme, c'est l'air qu'on respire. Bon, c'est ce que tout le monde présuppose. Alors, c'est très intéressant que c'est quelque chose qui échappe aux immigrés, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, la phrase qui m'étonne le plus, c'est parlez-vous français? C'est-à-dire, c'est vraiment la phrase qui me surprend toujours. Mais pourquoi on me demande si je parle français? Je veux dire, pourquoi on ne me parlerait pas tout simplement en français pour savoir si je parle français ou pas? C'est le meilleur moyen. Pourquoi il faut me demander si je parle français avant de me parler en français? C'est un peu absurde. C'est, euh, surtout que ça m'est arrivé à plusieurs reprises que je suis énervé par cette question et je réponds par un borborigme. Et tout de suite, les gens supposent que je n'ai pas compris la question et, et ils me parlent en anglais. En anglais, mais oui. Ah oui, oui. C'est assez agaçant. Mais bon, cette question, pour moi, est le signe, si vous voulez, d'une sorte d'agressivité euh, hyper à fleur de peau, là, je sais pas. Est-ce que ça peut même induire certaines réactions ou certains comportements? Oui, Si tu réponds je ne parle pas l'anglais ou que tu répondes je parle anglais. ouais, Ça va orienter un peu la disponibilité de la personne ou sa réceptivité. ouais, c'est ça. Oui. Mhm. C'est pour ça que les commis, les vendeurs prennent pas de chance et disent bonjour, hi. Hein, comme ça, ils poursuivent selon la langue dans laquelle le client répond. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on se fie à la généalogie qu'a décrite le film, nous sommes dans ce moment où les deux langues se rivalisent entre elles, mais coexistent néanmoins. Mhm. On n'a pas dépassé ce stade-là, Dieu merci, encore. Et bon, certains disent, certains se disent qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, Québécois, encore un effort pour paraphraser le marquis de Sade. Bon, c'est une attitude qui peut-être s'estompe un peu avec les générations, là, mais c'est ça, l'intellectuel québécois classique, là. C'est dans cette idée-là. Quand est-ce qu'on va choisir qui on est, puis en finir, puis comme si on pouvait s'extraire de l'Amérique du Nord et bon, du fait anglais dans lequel on baigne. C'est très drôle parce que, bon, les gens, quand ils veulent célébrer la culture québécoise populaire, bon, on découvre, c'est des gens qui ont complètement assimilé bon, la musique country, la culture du char, toutes les affaires ultra-américaines avec le vocabulaire qui va avec. C'est ça, c'est ça la culture québécoise qu'on voudrait rendre exclusive. Tu sais, il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait une sorte d'issue en dehors de la mixité culturelle. On ne la voit pas.
Et au fond, je ne suis pas sûr qu'elle soit souhaitable. Hein. Je veux dire, c'est tenté régulièrement dans d'autres parties du monde, dans les Balkans et tout ça, là, de s'y couper au couteau, où passent les frontières entre les cultures, même en Belgique. Là, je veux dire, je ne suis pas mécontent qu'on ait une approche un peu différente ici. Oui, tu parles des... Ben, je veux dire, l'évolution des rapports entre les langues ou entre les signifiants, du reste, est, est assez comparable. C'est-à-dire que quand on quitte le domaine contradictoire, le chemin qui est tracé devant nous est assez bien tracé en réalité. Je voudrais vous montrer justement quelque chose à ce sujet. Voilà. Alors, je reviens dans Zoom et je demande le partage. Oui, alors, regardez ce tableau que j'ai fait. Je suis en train d'écrire un livre où je suis dans divers champs, l'anthropologie, la philosophie, la psychanalyse et d'autres domaines comme la physique quantique ou la physique de l'électricité ou le marxisme. Je suis l'évolution d'un certain nombre de contradictions en partant d'un état primitif où les contradictions sont libres et seules, si vous voulez, comme dans le film entre le français et l'anglais. Hein. Il s'avère, si vous voulez, que la première étape qui permet de dépasser ce niveau contradictoire est le dédoublement. Ça veut dire c'est un moment donné où les éléments contradictoires deviennent des entités relativement séparées et se mettent à rivaliser entre elles, si vous voulez. C'est la période du dédoublement qu'on voit très bien dans le film apparaître au moment où le personnage, au lieu d'être successif dans le temps, c'est-à-dire au lieu de dire la phrase en anglais puis en français, comme il l'a fait, devient un nous. Hein? C'est-à-dire que c'est comme si, au lieu d'être successif dans le temps, il devenait séparé dans l'espace. Vous voyez? C'est comme si le dédoublement a faisait que la succession dans le temps avait un effet au niveau spatial. Et dans ce dédoublement, dans tous les cas que j'ai évalués dans mon livre, là, il y a toujours un élément qui finit par jouer le rôle d'une cause et un autre élément qui joue le rôle d'effet. Hein? C'est-à-dire que pour notre film, c'est comme si l'anglais au Parlement
devenait la cause importante de plein d'effets. D'ailleurs, on parle du Parlement comme d'une érection, hein? Oui, Le c'est Parlement vrai. est un phallus aussi. C'est un phallus, effectivement. Donc, il intègre en lui les contradictoires. Il intègre en lui le féminin et le masculin. Hein. C'est Le français et l'anglais. le français et l'anglais. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est d'où le titre Yes, sir, madame. Voilà. Il y a le parallèle est tracé très, je veux dire, c'est comme, dans le titre même du film et ailleurs, le rapport entre les langues est le même que celui entre les sexes, en tout cas, le même type de rapport. Tout à fait. Donc, il y a la contradiction dont tu parles qui doit se jouer probablement selon le schéma que tu essaies de dégager. C'est ça. Donc, on a le phallus, si vous voulez, c'est sigma 1, qui est la cause, et sigma 2, qui est l'effet, c'est l'effet destructeur. Il y a le phénomène du féminin qui est comme écarté, ou du français qui est écarté, etc. Donc ça, c'est le temps du dédoublement. Et bon, il y a un troisième temps qui est celui de la simultanéité, quand quand sigma 1 est tué. Donc c'est sigma 1 qui est le phallus, qui est comme un pseudo-père, si vous voulez. Il finit par mourir et par rendre les sigma 2 orphelins. Mais ça, j'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner dans le film. Mettons que le film se situe dans le dédoublement, le plus souvent, et on peut parler d'une mort de sigma 1. Oui, mais il y a l'entité papa-maman qui rend le sujet orphelin et obligé à se construire lui-même. Et la caméra joue peut-être alors le rôle de sigma 2 ou de valeur plus ou moins phallique. Oui, écoute, en fait, le papa-maman, c'est effectivement papa-maman conjoint, Oui. c'est ce moment, si tu veux, cette idée vient de Freud. Quand Freud dit, non, pardon, elle vient de Lacan. C'est Lacan qui dit, l'enfant s'aperçoit que sa mère est plus intéressée au phallus paternel qu'à lui. Ben oui, c'est presque verbatim dans le film à un moment donné. Hein? C'est ça. Et d'ailleurs, je vois dans ton tableau, ta menace accomplie, enfant orphelin, trauma. Je veux dire, là aussi, c'est facile de trouver des correspondances. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était pour vous dire que, disons que c'est un cheminement qui est presque obligatoire, qui se fait de cette façon. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est... Bon, écoutez, on a essoré le film. Puis on baigne dans l'eau comme à la fin du film. Le dernier tableau que vous avez montré, je trouvais ça aidant. C'est tout un travail aussi, hein? C'est quelque chose. Oui, c'est plusieurs années de travail, effectivement. C'est impressionnant. Je suis arrivé au bout du livre, là, je suis bien content.
Je vais essayer de le publier maintenant en fignolant des petits détails. Mais effectivement, il m'a demandé beaucoup d'années. Ah oui. Beaucoup de petits micro-problèmes à résoudre. Tu sais, ça c'est sigma 1 ou c'est sigma 2, ça c'est... Enfin, c'est des petites... un lent travail qui m'a donné beaucoup de plaisir, ceci dit, je ne m'en plains pas. Mais je suis bien content qu'il soit terminé. Merci. Oui, j'imagine.